Merci beaucoup, Madame Forette, merci beaucoup, Olivier, de me donner l'occasion de parler de ce sujet, parce que c'est effectivement une question qu'on s'est posée dans un contexte que vous avez tous connu l'été dernier, autour d'un vif débat qui est présenté ici avec la couverture d'un des derniers Sciences et Avenir, où finalement certains de nos collègues pensent que ce n'est pas très intéressant de se préoccuper de guérir la maladie d'Alzheimer, mais qu'il vaut mieux se consacrer uniquement au prendre soin. C'est toujours l'éternel débat entre le care et le cure. Et il faut savoir quand même que ces objectifs, que ce soit la guérison de la maladie ou le prendre soin, en parallèle avec le respect des patients et de leur entourage, étaient déjà inscrits comme objectif du précédent plan Alzheimer. Dans le respect, j'attire l'attention sur l'une des grandes thématiques éthiques qui est que les patients doivent avoir un accès aux soins de qualité. Alors, dans le cadre de cette polémique, le parcours de soins pour les patients souffrant de maladie d'Alzheimer ou apparentée a été, j'ai marqué, redéfini, puisqu'il y avait eu auparavant plusieurs parcours de soins qui avaient été décrits. Donc en mai 2018, la Haute Autorité de Santé nous a fait en quelque sorte des guidelines sur la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Et si vous lisez votre petit livre rouge de l'HAS, vous allez lire que toute personne présentant un trouble neurocognitif documenté par un médecin généraliste doit être adressée à un médecin spécialiste de la mémoire, et ceci afin de recueillir un diagnostic étiologique. L'HAS précise même que dans certains cas, cette consultation doit se faire sans délai. L'HAS précise aussi les conditions de l'échange entre le médecin traitant et le spécialiste. Et vous pourrez regarder en détail ce que la HAS donne comme modèle de courrier d'échange entre le médecin traitant et le spécialiste. Et donc, il est demandé et conseillé au médecin traitant de fouiller beaucoup déjà l'histoire, de façon à documenter la plainte du patient, le retentissement dans sa vie domestique, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie professionnelle, de documenter l'état physique du patient, son poids, est-ce qu'il a maigri, est-ce qu'il a des problèmes sensoriels, est-ce qu'il a des facteurs de risque vasculaire, est-ce qu'il chute, est-ce qu'il a des troubles du comportement. Et il est également conseillé de documenter le niveau cognitif des patients en faisant les tests cognitifs dont les médecins traitants peuvent avoir l'habitude, en particulier le mini-mental test. Et le but de l'avis spécialisé, c'est de confirmer ou infirmer le diagnostic de troubles neurocognitifs. Je vous rappelle que dans le DSM-5, on parle maintenant de troubles cognitifs légers ou troubles cognitifs sévères, on ne parle plus de syndrome démentiel. Il faut préciser la présentation syndromique, le stade évolutif, la nature, et toujours dans le parcours défini par l'HAS, l'annonce du diagnostic relève de la responsabilité de l'avis spécialisé. Et puis enfin, le spécialiste va proposer une prise en charge qui va s'appuyer sur les compétences préservées du patient, et puis la présentation de la maladie, est-ce qu'il y a des troubles du langage, est-ce qu'il y a plutôt des troubles exécutifs, etc. Et il est primordial et il est légal d'adresser au médecin traitant du patient un courrier détaillé qui reprend tous ces items, en particulier ce qui a été fait comme annonce diagnostique, ce qui est proposé comme traitement, etc., le retentissement sur les dents, les propositions de participer à des actes de recherche. Et tout ça est très important. C'est d'ailleurs une condition requise pour une consultation mémoire afin d'être labellisé. S'il n'y a pas de compte-rendu détaillé comme ça, vous ne pouvez pas être labellisé comme consultation mémoire. Et donc finalement, voilà, mon topo, c'est mon message, mon take-home message, c'est les consultations mémoire sont toujours nécessaires et je vous remercie de votre attention. Donc là, Olivier se dit, mais pourquoi je l'ai fait parler ? Elle est complètement givrée, c'est pas un topo, là, elle n'a rien démontré du tout, donc rassure-toi Olivier, je ne suis pas complètement malade, et on va reprendre un petit peu plus en détail quand même ce parcours de soins, et en particulier, dans la partie droite, vous voyez qu'il relève de la compétence du spécialiste de déterminer une prise en soins spécifique. Et dans cette prise en soins spécifique, il y a bien entendu les traitements préconisés dans la maladie d'Alzheimer, les traitements symptomatiques qui sont les anticholinésterasiques et la mémantine. Alors, tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain quand même. La prise en charge de la maladie d'Alzheimer a été structurée progressivement depuis le début des années 2000. Il y a eu un certain nombre de plans nationaux, les premiers initiés par Bernard Kouchner, puis il y a eu donc 2 plans entre 2001 et 2007. Après, il y a eu
un plan 2008-2012 qui, là, s'intéressait à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées. Et puis maintenant, tout ça est intégré dans un plan plus global sur les maladies neurodégénératives. En parallèle, je vous rappelle que les premiers anticholinésterasiques, la tacrine, ont été commercialisés à la fin de l'année 95, suivi ensuite de la rivastigmine et du donépésil en 1998, je crois, puis la galantamine et la mémantine sont arrivés plus tard. Et donc, la commission de transparence des médicaments a réévalué régulièrement l'intérêt de ces médicaments en termes de santé publique, entre autres, et a revu progressivement à la baisse le service médical rendu par ces médicaments. En parallèle, la Haute Autorité de Santé définissait, elle, des règles de diagnostic et de prise en charge sur lesquelles s'appuie après la sécurité sociale pour établir les programmes de soins dans le cadre des ALD et les remboursements. Donc, en mars 2008, les recommandations de la Haute Autorité sur le traitement médicamenteux, compte tenu que le service médical rendu était important, étaient de discuter avec le patient l'attente raisonnable des effets positifs et des éventuels effets indésirables, mais de prescrire les traitements. En 2011, nouvelle révision, service médical rendu jugé faible, mais compte tenu de l'effet qualifié de structurant, les médicaments continuent à être remboursés, même si le taux de remboursement diminue théoriquement quand les gens ne sont pas en ALD 30. Décembre 2011, la Haute Autorité de Santé fait de nouvelles recommandations sur le diagnostic et la prise en charge, et là, insiste sur deux choses. Donc, le traitement médicamenteux est une option. L'instauration ou le renouvellement est laissé à l'appréciation du prescripteur selon les préférences du patient et le rapport bénéfice-risque. Mais il est vivement conseillé de réévaluer à 6 mois et à 1 an l'intérêt du traitement et d'impliquer le médecin traitant dans cette réévaluation. Et puis, il y a aussi une petite aparté sur les critères d'arrêt du traitement. Et il est bien précisé, par exemple, que l'entrée en institution ne doit pas être, entre guillemets, un prétexte pour arrêter le traitement. Voilà. Et il n'est pas dit spécifiquement, finalement, à quel moment on doit arrêter le traitement. Dans le cadre de la dernière révision sur laquelle on va revenir en détail, en 2016, le service médical rendu est jugé insuffisant par la commission de transparence. Un déremboursement est conseillé, qui deviendra effectif 2 ans plus tard, le 1er août 2018. Et donc, dans le parcours de soins défini par la HAS en mai 2018, eh bien, les recommandations sont très axées sur les traitements non médicamenteux. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention parce que vous voyez, par exemple, que le premier coup de semonce sur l'intérêt des traitements anticholinésterasiques date de 2011 et ce n'est pas négligeable, en particulier sur l'implication des professionnels et des patients dans la recherche. Vous avez ici les... Je ne sais pas où est la petite flèche, là, probablement. Voilà. Vous avez donc ici les essais thérapeutiques qui sont en cours en France, enfin qui étaient en cours en décembre de l'année dernière. Ce sont des essais à visée curative, anti-amyloïdes ou voire anti-tau. Enfin, les anti-tau sont à venir. Et ils s'intéressent à des patients qui ont des maladies très débutantes. Et donc, finalement, ces essais thérapeutiques ne se mettent en place que si les patients consultent suffisamment tôt pour qu'on puisse les voir dans les centres qui font des essais thérapeutiques à un stade où ils ont des MMS plutôt au-dessus de 24-25 qu'en dessous, sachant que le MMS de consultation moyen, il est plutôt aux alentours de 16-17 actuellement. Et en parallèle, vous avez ici le nombre de sujets qui ont été randomisés dans les essais thérapeutiques en France au sein du réseau CENGEPS. Et vous voyez qu'après 2011, il y a eu une chute dans le nombre de patients inclus. Alors peut-être que l'offre d'essais était moindre à ce moment-là, et c'est vrai qu'on avait un peu la fin des essais symptomatiques, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut être très attentif. Si les soins entre courants diminuent, on aura moins accès les patients auront moins accès aux essais thérapeutiques. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette dernière évaluation de la commission de transparence. Je ne rentrerai pas dans le débat politique sur qui faisait partie de la commission de transparence, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette commission de transparence qui s'est autosaisie avait décidé d'évaluer l'intérêt des anticholinésterasiques, en particulier leur pertinence clinique,
la pertinence clinique des effets montrés dans les études, l'intérêt de santé publique rendu par ces médicaments depuis leur commercialisation, le profil de tolérance des médicaments, leur place dans la stratégie thérapeutique, et enfin, est-ce que ces fameuses recommandations de réévaluer à 6 mois pour repérer un peu les patients répondeurs et la poursuite au-delà d'1 an étaient réellement mises en place. Quand vous lisez l'évaluation de la commission de transparence, il est bien précisé que les dimensions éthiques, sociales, psychologiques et médico-économiques de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer n'entrent pas en revanche dans le champ de cette réévaluation. Donc j'espère qu'un jour un membre de la commission de transparence pourra m'expliquer ce que ça veut dire, parce que pour moi, ce sont des choses essentielles dans la maladie d'Alzheimer. Et je ne vois pas comment on peut déconnecter une évaluation du traitement de ces dimensions-là. En tout cas, toujours est-il qu'au vu des études qui ont été étudiées à ce moment-là, la commission de transparence a décidé que finalement les bénéfices observés n'avaient pas de pertinence clinique, qu'il n'y avait pas d'efficacité sur les troubles du comportement, la qualité de vie, le délai d'entrée en institution, le profil de tolérance, et qu'il y avait un risque élevé d'interaction médicamenteuse. Donc, là je paraphrase la voix de son maître, compte tenu d'une efficacité modeste et d'une pertinence clinique discutable établie par rapport au placebo à court terme, compte tenu du profil de tolérance, entre parenthèses survenue possible de troubles psychiatriques et cardiovasculaires graves, et du risque d'interaction médicamenteuse, le besoin thérapeutique n'est pas couvert, et par conséquent, la commission de transparence conseille un déremboursement de ces médicaments. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en détail sur certains éléments, et en particulier sur le chiffon rouge qui est agité des effets cardiovasculaires graves. Si un médicament a des effets secondaires graves, ce n'est pas le déremboursement qu'il faut faire, c'est le retirer du marché. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Donc on va revenir un petit peu en détail sur les effets secondaires cardiovasculaires. Et vous avez là une méta-analyse de la majorité des essais thérapeutiques qui ont été faits avec les anticholinésterasiques. Et ce que l'on retrouve, c'est qu'effectivement, les anticholinésterasiques peuvent s'accompagner d'une augmentation de la pression artérielle, d'une bradycardie, d'une augmentation du PR, mais toujours dans des valeurs qui restent très mesurées. Mais élément beaucoup plus fort, je vais dire, c'est qu'en fait, en reprenant toutes ces méta-analyses, eh bien, on se rend compte que finalement, dans la vraie vie, enfin dans les essais thérapeutiques, les anticholinésterasiques s'accompagnent d'une réduction de la morbidité cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, qu'il s'agisse d'infarctus du myocarde, de syndrome coronarien aigu, d'AVC, et que finalement, si vous regardez, si vous regardez, il y a une réduction de près de 37% de cette morbidité cérébro- et cardiovasculaire. Et cette réduction est significative. Alors, on va dire, bah oui, mais c'est des essais thérapeutiques, donc c'est des populations hyper sélectionnées. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, on reprend les populations et on regarde à partir des délivrances de traitement ce que ça donne. Et là, c'est ce qu'ont fait les Scandinaves. Et là, on se rend compte, vous avez la courbe du haut, ce sont les patients qui ont eu une prescription d'anticholinésterasique à un moment donné. Et là, vous avez les patients qui n'ont jamais eu d'anticholinésterasique. Eh bien, vous voyez qu'il y a une réduction du risque d'infarctus du myocarde pour les patients qui ont eu des anticholinésterasiques. Et vous avez la même chose avec la mortalité globale. Donc, je veux bien qu'on me dise que ces médicaments sont dangereux, mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a un bénéfice cardiovasculaire. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, voici encore une autre étude et qui va donc... C'est le détail en fait de cette étude. Donc là, on voit ceux qui ont utilisé un jour un anticholinésterasique, ils ont une réduction de la mortalité de 24%. Cette réduction de mortalité, elle est identique quel que soit l'anticholinésterasique étudié, c'est un effet classe. Et si on regarde un peu plus bas, en fonction de la dose utilisée, il y a un effet dose. Donc ça fait quand même drôlement réfléchir, parce que c'est quand même un truc très, très, très puissant. Après, si on essaye de fouiller encore un peu plus en détail, finalement, on voit que cette réduction de risque, elle existe chez les hommes et chez les femmes, elle reste significative. Elle existe aussi bien chez les moins de 80 ans que chez les plus de 80 ans. Elle existe quel que soit le niveau de mini-mental test de départ.
Elle existe même chez les patients qui sont en fibrillation auriculaire. Moi, j'ai vu plein de patients pour qui, vous savez que les anticholinésterasiques, la prescription initiale est réservée à des spécialistes, malheureusement, ce qui fait qu'ils sont vus d'un sale œil par nos collègues généralistes. Et donc, souvent, j'ai vu des médecins traitants arrêter le traitement en disant « Oh, mais le patient est en fibrillation auriculaire, c'est dangereux, etc. » Ben non, vous voyez qu'il y a un bénéfice en termes de mortalité, même chez ces patients-là. Donc, finalement, les effets secondaires cardiovasculaires graves peuvent exister effectivement si vous n'avez pas respecté certaines précautions d'emploi, si vous avez prescrit le traitement à un patient qui avait déjà des troubles de conduction sino-auriculaire, par exemple, effectivement, il va pouvoir faire un trouble de conduction plus grave. Si vous avez prescrit un anticholinésterasique à un patient qui a un bêta-bloquant à dose efficace parce que c'est un patient qui a déjà eu un infarctus du myocarde et que vous majorez sa bradycardie, il peut y avoir effectivement des problèmes de tolérance. Mais si vous respectez les conditions d'emploi et que vous surveillez, vous évaluez régulièrement vos patients, vous voyez qu'au final, il y a peut-être un bénéfice en termes cardiovasculaires. Donc là, j'ai tordu le cou aux effets cardiovasculaires graves. Maintenant, qu'en est-il de l'efficacité ? Au moment où la commission de transparence a évalué, elle n'avait pas à sa disposition cette méta-analyse qui est sortie assez récemment et qui reprend tous les essais. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir lire ça en détail, mais donc on reprend tous les essais thérapeutiques avec le donépésil, avec donc 5 mg, 10 mg, avec la galantamine. La diapo d'après, c'est avec la rivastigmine. Et on voit que, in fine, le bénéfice sur le mini-mental test à 6 mois va être d'1 point. Il y a une différence entre le groupe placebo et le groupe traitement actif d'1 point à 6 mois. On regarde à 12 mois, et à 12 mois, on garde ce bénéfice. Il est significatif. Attention, là, vous allez dire, oui, mais il y a le 1 dans l'intervalle, sauf que l'intervalle, il est, le 1 est là, le 0 est là. Donc, vous voyez, ça reste significatif. Et pour la mémantine, l'effet est moindre, mais il y a quand même un effet. Alors, vous allez dire, 1 point, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que la variation annuelle du mini-mental test, c'est quand même 3 points. Donc, ça représente quand même le tiers du déclin cognitif. Ça peut représenter finalement un décalage de plusieurs mois dans la dégradation cognitive. Et puis, il n'y a pas que la dégradation, il n'y a pas que l'effet, l'impact sur le mini-mental test, il y a aussi des effets positifs sur des échelles globales de la façon dont le patient se débrouille dans la vie. Donc, le bénéfice, il existe, mais effectivement, on peut toujours triturer les chiffres de manière à ne pas reconnaître leur efficacité. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez lire cet éditorial dans NPG qui reprend un petit peu les différentes études et qui montre qu'effectivement, pour les inhibiteurs de l'acetylcholinéstérase et pour la mémantine, on a des niveaux de preuve importants sur l'efficacité de ces traitements. Alors, quoi faire ? Que faire dans nos consultations ? Qu'est-ce que les uns et les autres vous faites ? Est-ce que vous prescrivez les traitements symptomatiques ? Je vous rappelle que la Haute Autorité de Santé n'a pas interdit de les prescrire et elle stipule bien que ces médicaments conservent une AMM et qu'ils peuvent donc être prescrits. Mais le tout maintenant est d'avoir un dialogue constructif avec le patient, avec son entourage, pour pouvoir, d'abord, quand les traitements sont efficaces chez eux, qu'ils ne les arrêtent pas, puisque là, on va voir qu'il y a un déclin rapide qui s'installe. Après, la Haute Autorité de Santé, qui décidément, quelquefois, est un peu schizophrène, insiste même sur l'intérêt des traitements dans certaines pathologies, comme la maladie à corps de Lévy diffus. Sur les méta-analyses, la méta-analyse précédente sur l'efficacité, je vous ai montré les résultats globaux, quel était le type, sur toutes les démences. Par contre, il y avait des résultats par type de syndrome démentiel, et il était montré que dans le Parkinson et la maladie à corps de Lévy, le bénéfice était en fait de 2 points du mini-mental test. Donc l'efficacité était encore plus supérieure. Le problème, c'est que les médicaments sont remboursés, quelle qu'en soit l'indication, et donc vous allez pénaliser maintenant tous les patients qui ont des maladies à corps de Lévy et qui avaient vu disparaître leurs hallucinations avec la rivastigmine. Alors, je suis désolée pour la qualité nulle de cette diapositive, que j'ai photographiée en fait avec mon téléphone, mais je voulais montrer une chose, c'est que moi je me dis, quelquefois je me dis, bon, là je viens d'annoncer le diagnostic, les gens sont quand même très secoués, je vais me donner un peu de temps avant de leur mettre un anticholinéstérasique pour qu'on ait une bonne relation de confiance et qu'ils se rendent bien compte que le docteur ne fait pas n'importe quoi en leur donnant un traitement qui n'est pas remboursé, etc. Eh bien, en fait,
Vous avez là une étude qui montre, donc il y a eu des patients qui ont été traités en double aveugle, donc ça c'est le placebo, ça c'est les patients qui ont été traités par donépézil pendant 1 an, et au bout d'1 an, on donne à ceux qui avaient le placebo le donépézil. Et bien, vous regardez, certes, il y a un gain du traitement, n'empêche que vous ne rejoignez jamais le groupe qui avait été traité initialement. Ça veut dire que si vous différez l'initiation du traitement, ben finalement, c'est une perte de chance pour le patient. Après, quand on prescrit un traitement, eh bien, il faut un suivi indispensable pour apprécier la tolérance et l'efficacité. Et j'ai repris là une patiente que j'ai connue avec un mini-mental test à 26, juste avant qu'elle n'entre en EHPAD. Elle a un fils qui surveille très attentivement sa courbe de poids. Vous voyez, qui adore faire des graphiques. Cette patiente-là, donc je l'ai connue, elle avait 26, elle est rentrée en EHPAD, son mini-mental test était à 22. Là, j'ai décidé d'instaurer un traitement par rivastigmine, compte tenu de la pente de déclin que j'observais. À ce moment-là, elle avait aussi un traitement antidépresseur. À ce moment-là, elle a fait une hépatite médicamenteuse. On a arrêté l'antidépresseur, arrêté la rivastigmine, et lors de cette hépatite médicamenteuse, elle avait perdu pas mal de poids. Et puis, son poids s'est à peu près stabilisé, son foie s'est arrangé. Je l'ai revu, le mini-mental test était stable. Là, on a fait une échelle qui s'appelle la DASCOG, qui évalue la sévérité de la maladie d'Alzheimer. Et elle était à 18, c'est une échelle sur 70 points. Je l'ai revue 6 mois après. Elle avait décliné, c'est-à-dire qu'elle avait perdu 2 points de mini-mental test et elle s'était aggravée de 4 points sur la DASCOG. Donc là, j'ai décidé de reprendre un traitement. Là, on n'avait pas osé à cause de l'antécédent d'hépatite médicamenteuse. La pharmacovigilance disait attention, il y a peut-être des risques croisés, etc. Moi, j'ai déjà observé une hépatite médicamenteuse à donépézil, donc j'osais pas trop. Là, quand même, je me suis dit c'est pas possible, elle décline. Donc, on réinstaure un traitement et je lui ai mis de la galantamine. Et je l'ai revue quelques mois après. Effectivement, là, elle était pour le coup nettement mieux. Sauf qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, j'étais à peu près à ce moment-là. Donc, elle était mieux au plan cognitif, sauf qu'elle s'est mise à maigrir, jusqu'à ce que là, je la revoie. Pour le coup, elle s'était beaucoup aggravée. Et là, j'ai dit à son fils, non, mais attendez, son fils voulait absolument qu'on continue l'anticholéstérasique. Je lui ai dit, non, on arrête. On arrête les dégâts. Et je l'ai revue après, où effectivement, elle a commencé à reprendre du poids. Donc, cette histoire-là, pour vous dire que quand on prescrit un traitement, il est très, très important de réévaluer très régulièrement et au minimum tous les 6 mois, l'efficacité et les effets secondaires pour ne pas prendre de risques pour les patients. Je ferai juste un tout petit commentaire autre aussi. Vous voyez que pendant cette période, le mini-mental test a beaucoup évolué. Alors là, évidemment, on avait éliminé tout facteur de confusion qui aurait pu expliquer cette chute-là. Mais vous voyez que quand le mini-mental test, lui, évolue par exemple de 6-8 points, dans le même temps, les scores d'ADASCOG évoluent de 6 points. Donc quand on vous dit, attention, le gain des anticholinestérasiques, c'est 4 points sur la DASCOG, c'est pas significatif sur une échelle de 70 points, c'est très significatif sur les variations habituelles de la DASCOG pendant les périodes où on suit les patients. Donc en conclusion, et ce coup-là c'est ma vraie conclusion, les consultations mémoire sont toujours nécessaires pour les patients. Les traitements spécifiques ne sont pas dangereux si les conditions de prescription et de surveillance sont respectées et ils pourraient même apporter un bénéfice cardio- et cérébrovasculaire. Les traitements symptomatiques ont une efficacité modeste mais indiscutable chez certains patients. Toute la difficulté va être de déterminer les patients répondeurs et ne pas proposer d'en faire l'essai avant une évaluation à 6 mois est, de mon point de vue, une perte de chance pour les patients. Et enfin, les anticholinestérasiques sont un des éléments de la prise en soin, mais ce n'est évidemment pas le seul. Bien entendu, les traitements non médicamenteux doivent être instaurés, en sachant que les études sur leur efficacité sont du même niveau que celles des anticholinestérasiques, et que, par contre, vous n'avez pas toujours le panel de professionnels disponible, et que quelquefois, vous prescrivez, par exemple, une prise en charge orthophonique à un patient qui, pour des raisons géographiques, ne va jamais pouvoir trouver d'orthophoniste capable de faire travailler son langage et sa mémoire à proximité de son domicile. Et puis après, un petit commentaire purement personnel que vous oubliez aussitôt, c'est que les patients et leur entourage n'ont pas à être pris en otage dans des luttes de pouvoir. Je vous remercie.